Par un mardi après-midi, le soleil était bas sur l'autoroute du désert lorsque les mains d'Emma Grant cessèrent enfin de trembler suffisamment pour composer le numéro de son père. Elle était assise dans sa Honda Civic sur le bas-côté de la route 47, à 8 km à l'extérieur de Copper Valley, dans le Nevada, observant la poussière retomber à l'endroit où la voiture de patrouille avait été garée derrière elle quelques minutes plus tôt. « Papa !» Sa voix se brisa. « Papa !»« J'ai besoin de toi !» Stephen Grant était dans son bureau à la maison, en train de trier de vieux dossiers qu'il numérisait, un projet de retraite qui gardait son esprit affûté après 23 ans dans les renseignements militaires. À 61 ans, il conservait la même silhouette élancée et les mêmes yeux perçants qu'il avait là servi lors d'opérations dans 4 pays différents. À l'instant où il entendit la voix de sa fille, chaque instinct affûté au cours de 2 décennies se mit en alerte de « Emma ». Que s'est-il passé ? Elle lui raconta. Les mots sortaient par bribes. Arrêté pour un feu arrière cassé, la main de l'officier sur son épaule qui descendait plus bas, son souffle sur sa nuque, le badge qui indiquait « V ». Quand elle avait essayé de voir son visage, comment elle l'avait repoussé et qu'il avait ri. Qui va te croire plutôt que moi ? Ma chérie, la façon dont il était remonté dans sa voiture de patrouille et était parti comme si de rien n'était, la poigne de Steven sur son téléphone se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Es-tu en sécurité en ce moment ? Je suis toujours sur le bord de la route. Je n'arrive pas à arrêter de trembler. Conduis jusqu'au lieu public le plus proche, une station-service. Undinaire, n'importe où avec des caméras. J'arrive. » Il se déplaçait déjà dans sa maison, son esprit passant en mode opérationnel. « Emma, écoute-moi. Ce n'est pas fini. Tu comprends ? Nous allons nous en occuper. Papa, c'est un flic. » Il répondit. Je sais ce qu'il a dit. Il a tort. Steven attrapa ses clés, sa vieille veste en cuir usé. Je serai là dans 40 minutes. Ne parle à personne d'autre pour l'instant. Emma se retrouva au Sunrise Diner, à la périphérie de Copper Valley, sirotant un café qu'elle ne goûtait pas, tandis que Steven roulait sur l'autoroute déserte avec une concentration qu'il n'avait pas ressentie depuis son dernier déploiement. Sa fille avait 24 ans. Étudiante en master de sciences environnementales à l'université d'État, gentille, brillante et totalement imméritante de ce qui venait de lui arriver, l'instinct protecteur d'un père se mêlait à quelque chose de plus froid, de plus calculateur, cette partie de lui qui avait passé 2 décennies dans l'ombre, apprenant à trouver des aiguilles dans des bottes de foin, à transformer l'information en arme. Quand il entra dans le diner, Emma se leva si vite que son café se renversa. Steven l'enveloppa dans ses bras, sentant ses tremblements, et se promit à lui-même que Ricky Wee venait de commettre la pire erreur de sa vie. Ils s'assirent dans un box d'angle. Steven écouta Emma raconter l'histoire à nouveau. Cette fois, avec plus de détails, il ne l'interrompit pas, absorbant simplement chaque mot, chaque nuance. Quand elle eut fini, il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Nous allons faire ça correctement », dit-il calmement. « D'abord, nous documentons tout. Écris exactement ce qui s'est passé. Les heures, le lieu, chaque mot dont tu te souviens. Ensuite, nous allons à l'hôpital pour un examen. Et oui, je sais qu'il n'a pas, il vit sa grimace. C'est la procédure, ça crée un dossier. Après ça, tu restes avec moi quelques jours. Tu penses qu'il va me poursuivre ? Non. Je pense qu'il se croit intouchable. » L'expression de Steven se durcit. Des hommes comme lui, ils l'ont déjà fait avant. Ils pensent que le badge les rend invulnérables. Mais tout le monde a des secrets. Emma, tout le monde, et je suis très bon pour les trouver. Emma connaissait l'histoire de son père par fragments, des missions classifiées qu'il ne pouvait pas discuter. Une carrière qui l'avait éloignée pendant des mois quand elle grandissait. Après la mort de sa mère, 8 ans plus tôt, Steven avait pris sa retraite au Nevada, acheté une petite maison à l'extérieur de Copper Valley et essayé de vivre tranquillement. Mais elle voyait cet homme calme disparaître, remplacé par celui qu'il avait été pendant ces années qu'elle ne connaissait pas. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Mon travail. » Il sortit son téléphone, dressant déjà des listes mentales. « J'ai encore des amis dans des endroits intéressants. Et Copper Valley est une petite ville, 30,000 habitants, un seul département de police. Tout le monde se connaît. Ça facilite les choses. » Au cours des heures suivantes, ils suivirent le processus méthodique de Steven. La visite à l'hôpital fut clinique mais nécessaire. La documentation fut précise. Et quand Emma s'endormit enfin dans la chambre d'amis de la maison de Steven ce soir-là, épuisé par la chute d'adrénaline, il alla dans son bureau et se mit au travail. Son bureau à la maison était un témoignage de paranoïa contrôlée. Un coffre-fort sécurisé contenant des disques de sauvegarde, du matériel de communication crypté qu'il avait gardé de ses jours de service,
et une configuration réseau qui ferait envie à la plupart des entreprises de cybersécurité, Steven alluma son ordinateur et commença par les bases. L'officier Ricky Wee, 36 ans, 12 ans au département de police de Copper Valley, marié à Sherry Wee, née Hoffman, 2 enfants, propriétaire d'une maison sur Maple Street, dans un quartier plus agréable de la ville. En surface, il ressemblait à une douzaine d'autres flics de petite ville, un dossier moyen, quelques commandations, rien qui criait la corruption, mais Steven ne croyait pas aux apparences. Il contacta d'abord Dale, un vieil ami de ses jours à la Defense Intelligence Agency, qui travaillait maintenant dans le secteur privé en analyse de données. Le message crypté était simple. Besoin d'un fonds approfondi. Cible et civilet. Urgent. La réponse de Dale arriva en 20 minutes. Envoie-moi ce que tu as. En attendant que Dale opère sa magie, Steven commença ses propres recherches. Il consulta les registres fonciers, les déclarations financières, les profils sur les réseaux sociaux. Sherry Wee postait fréquemment photos de famille, plaintes sur les prix des courses, check-in dans des restaurants locaux. Ricky Wee avait à peine une présence en ligne, ce qui était en soi intéressant. Les flics pouvaient être discrets, mais un silence numérique complet en 2024 signifiait généralement que quelqu'un cachait quelque chose. Steven croisa les itinéraires de patrouille de Wee avec les rapports d'incidents. Cherchant des schémas, il consulta les archives de presse. Recherchant toute mention de l'officier, il trouva 3 plaintes déposées contre Wee au fil des ans, toutes rejetées, toutes impliquant de jeunes femmes. Les détails étaient succincts en raison des lois sur la vie privée, mais Steven avait des moyens de contourner ces barrières. À 2 heures du matin, son téléphone vibra. « Dale, tu me dois encore pour Kaboul. » Dale dit en guise de salutation. « Je t'ai empêché de te faire tirer dessus à Kaboul. » Exactement. Donc même après ça, une pause. « Steve, qu'est-ce que ce type a fait ?» Il a posé les mains sur ma fille. La ligne resta silencieuse un moment. « Je t'envoie un fichier, crypté, le mot de passe et la date de naissance d'Emma à l'envers. Steve, ce type est sale, vraiment sale. » Steven ouvrit le fichier. Ce qu'il vit lui fit serrer la mâchoire. Ricky Wee avait bien des secrets. Un compte bancaire off the books à Reno avec des dépôts qui ne correspondaient pas à son salaire. Des visites régulières à une propriété en dehors de la ville. Une ferme saisie appartenant à une société écran que Dale avait tracée jusqu'au beau-frère de Wick, Kenny Moran, des enregistrements téléphoniques montrant des numéros jetables, et le plus accablant, un schéma d'arrêt de circulation impliquant de jeunes femmes, toujours seules, toujours sur des tronçons isolés d'autoroute, mais il y avait plus. Dale avait trouvé autre chose, des liens avec un homme d'affaires local nommé Raoul Boone, qui possédait la moitié de l'immobilier commercial de Copper Valley. Boone avait la réputation d'un philanthrope, mais ses finances montraient des irrégularités suggérant du blanchiment d'argent, et le nom de Wye apparaissait en lien avec plusieurs incidents impliquant les propriétés de Boone, où des rapports de police avaient été déposés puis avaient mystérieusement disparu. Steven s'adossa à sa chaise, assimilant l'information. Ce n'était pas juste un flic prédateur, c'était tout un écosystème de corruption. Et pendant qu'il y était, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Jeremy McConnell, un autre ancien contact, un ancien officier JAG qui exerçait maintenant le droit à Las Vegas. « Dale m'a appelé, dit Jeremy. Il a dit que tu pourrais avoir besoin d'une consultation juridique. » Steven apprécia la discrétion. « Potentiellement, je suis à Copper Valley demain après-midi de toute façon. Une autre affaire, je pourrais passer. J'apprécierais. » Après que Jeremy eut raccroché, Steven continua à creuser. Il trouva la propriété de la ferme saisie sur des images satellites. Isolée, entourée de terrains vides, il nota les coordonnées, puis il se pencha sur Kenny Moran, le beau-frère de Wye. Moran avait un casier, vol mineur, aggression, possession de drogue. Il travaillait comme mécanicien dans un garage en ville, mais ses déclarations fiscales montrèrent des revenus qui ne correspondaient pas à son salaire. Le tableau devenait plus clair. Wye n'était pas juste un flic corrompu. Il était un facilitateur. Il faisait disparaître les problèmes pour des gens comme Boone. Utilisait son badge pour intimider et exploiter, et faisait tout ça en se cachant derrière la fine ligne bleue. Steven travailla toute la nuit, construisant une carte de réseau sur son ordinateur. Nom, connections, flux financier, chronologie des incidents. À l'aube, il avait le squelette de quelque chose de bien plus grand qu'une seule agression, mais il avait besoin de plus. Il avait besoin de preuves irréfutables. Des preuves qui feraient même que d'autres flics se retournent contre Wee. Il avait besoin de faire sortir l'homme au grand jour. Quand Emma se réveilla vers 8 heures, elle trouva son père dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. « Oufs !»
Toast? Café? Il avait l'air fatigué mais concentré. As-tu dormi? Demanda-t-elle. Je dormirai plus tard. Il fit glisser une assiette vers elle. Comment te sens-tu? En colère. Elle s'assit, picorant les œufs. Je n'arrête pas de penser à toutes les choses que j'aurais dû faire différemment. Rien de tout ça n'est ta faute, dit Steven fermement. Tu n'as rien fait de mal. C'est lui qui l'a fait. Et il va le payer. Qu'as-tu trouvé? Steven avait débattu de combien lui dire. Emma était intelligente, résiliente, mais elle traitait encore le trauma. Mais elle était aussi une adulte et elle méritait de savoir. Il l'a déjà fait avant. Plusieurs fois d'après ce que je vois, il est aussi connecté à des gens très louches, en ville. Steven versa du café. J'ai un ami qui vient cet après-midi. On avocate. Nous allons tracer les options. Tu veux dire comme le signaler? C'est une option. Mais Emma, je dois que tu comprennes quelque chose. Le système est censé fonctionner. Affaires internes. Enquête, responsabilité. Mais parfois, le système est compromis. Oui, sentir depuis des années parce que des gens le protègent ou regardent ailleurs. Ou les deux. Emma croisa son regard. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à qui que ce soit. La voix de Steven était calme, mais il y avait de l'acier dessous. J'ai passé 23 ans à apprendre à démanteler des réseaux, à exploiter les faiblesses, à faire affronter les conséquences aux mauvaises personnes. C'est juste une autre opération? Papa, c'est un flic. Tu ne peux pas juste... Je peux et je le ferai légalement, de préférence, mais d'une façon ou d'une autre. La vie de Rikiwa, telle qu'il la connaît, est terminée. La sonnette retentit. Steven vérifia sa montre. 9h15. Trop tôt pour Jérémy. Il alla à la porte, la main allant instinctivement vers le pistolet qu'il gardait dans un coffre d'accès rapide près de l'entrée où, par la fenêtre, il vit une voiture de police dans son allée. Son sang se glaça, puis il reconnut l'homme sur son porche. Pas oui, mais le capitaine Christopher Hartman du département de police de Copper Valley. Steven avait rencontré Hartman exactement une fois, à un barbecue communautaire 3 ans plus tôt. Ils avaient parlé brièvement de service militaire. Hartman avait été dans l'armée, enrôlé, avait fait un tour en Irak avant de rejoindre la police. Il avait la cinquantaine. Professionnel, avec une réputation de tireur droit. Maintenant, Hartman se tenait sur le porche de Steven, l'air mal à l'aise. Steven ouvrit la porte. « Capitaine, Monsieur Grant, je suis désolé de vous déranger si tôt. J'ai besoin de vous parler d'une allégation impliquant un de mes officiers. » L'esprit de Steven s'emballa. Oui, les avait-il signalés en premier? Était-ce de l'intimidation? Entrez. Hartman entra, vit Emma dans la cuisine. Et son expression changea. Quelque chose entre reconnaissance et résignation. Mademoiselle Grant, je suis le capitaine Hartman. Je sais qui vous êtes, dit Emma calmement. Hartman se tourna vers Steven. L'officier Y a déposé un rapport ce matin. Il dit que votre fille lui a passé des appels menaçants hier soir. Il affirme qu'elle va déposer une fausse plainte sur sa conduite lors d'un arrêt de circulation. Il demande une ordonnance restrictive. Steven sentit Emma se raidir derrière lui. Il garda son expression neutre. « C'est vrai? Je dois demander. Votre fille prévoit-elle de déposer une plainte? » « Oui, dit Steven simplement, parce que l'officier Whiteshill l'a agressée sur la route 47 hier après-midi. A posé les mains sur elle, a fait des menaces explicites quand elle l'a rejetée. Donc oui, il y aura une plainte. Une vraie... La mâchoire de Hartman se serra. Avez-vous des preuves? J'ai le témoignage de ma fille, j'ai un examen médical conduit hier soir, et j'ai un schéma de comportement de l'officier Whitty qui suggère que ce n'est pas la première fois qu'il abuse de sa position. Steven croisa les bras. « Capitaine, je sais que vous avez un travail à faire. Mais j'ai passé 23 ans dans les renseignements militaires. Je sais quand quelqu'un essaye de devancer une histoire, il essaie de discréditer Emma avant qu'elle puisse le signaler. C'est une tactique d'Arvo classique. Nier, attaquer, inverser victime et agresseur. » Hartman resta silencieux un long moment. Puis, « Puis-je vous parler en privé, Monsieur Grant ?» Steven jeta un regard à Emma, qui hocha la tête. Il conduisit Hartman sur la terrasse arrière. Une fois la porte fermée, Hartman se tourna vers lui. « J'ai besoin que vous soyez franc avec moi. Votre fille a-t-elle appelé oui hier soir? » « Non. Elle est ici avec moi depuis l'incident. J'ai son téléphone si vous avez besoin de vérifier les enregistrements. » Hartman expira lentement. « Oui est au département depuis 12 ans. Jamais une plainte substantiée, jamais une substantiée, » corrigea Steven. « Combien de plaintes ont été déposées et rejetées ?» Le silence de Hartman était une réponse suffisante. « Capitaine, je ne vous connais pas bien, mais vous étiez dans l'armée, vous comprenez la chaîne de commandement, l'honneur,
faire ce qui est juste même quand c'est dur. Steven croisa son regard. Ma fille a été violée par quelqu'un qui a juré de protéger les gens. Cet homme essaie maintenant de détruire sa crédibilité avant qu'elle puisse le signaler. Si vous enterrez ça, si vous le laissez s'en tirer, vous êtes complice, et je vous promets, je ne laisserai pas ça passer. Me menacez-vous, Monsieur Grant? Je vous informe, la voix de Steven était égale. J'ai déjà commencé à recueillir des informations. Ce que j'ai trouvé en moins de 12 heures suggère que l'officier Wissick est impliqué dans des activités bien au-delà de l'agression de ma fille. Vous pouvez devancer ça? Faites ce qui est juste. Nettoyez votre maison ou protégez-le. Et quand tout sortira, et ça sortira, votre carrière coulera avec la sienne. L'expression de Hartman s'assombrit. Je ne réponds pas bien aux ultimatums. Ce n'est pas un ultimatum, c'est la réalité. Steven sortit son téléphone, montra à Hartman une photo, l'extrait de compte bancaire off the books de Y. J'en ai plus, bien plus. La question était si vous voulez faire partie de la solution ou du problème. Hartman fixa le téléphone, puis Steven. Où avez-vous eu ça? Est-ce que ça importe? C'est réel. Le compte existe. Les dépôts ne correspondent pas à son salaire. Et ce n'est que la surface. Un long moment, Hartman ne dit rien. Puis, j'ai besoin de passer quelques appels. Ne quittez pas la ville. Je ne vais nulle part. Mais capitaine, Steven attendit que Hartman se retourne, je vous donne 72 heures pour faire ce qui est juste. Après ça, je porte ça au FBI, à la police d'État et à chaque média que je peux trouver. À vous de choisir comment ça se joue. Hartman partit sans un mot de plus. Steven regarda la voiture de patrouille s'éloigner, puis rentra voir Emma. Qu'a-t-il dit? Demanda-t-elle. Il va passer des appels? Ce qui signifie qu'il va soit enquêter correctement, soit avertir oui. Steven se versa un café frais. De toute façon, nous sommes prêts. Jeremy McConnell arriva cet après-midi-là, portant une mallette et une bouteille de bourbon. Il avait 58 ans, les cheveux gris, avec les yeux perçants de quelqu'un qui avait passé des décennies à lire les gens. Il écouta l'histoire d'Emma sans l'interrompre, prit des notes, posa des questions clarificatrices. Quand elle eut fini, Jérémy s'adossa. « Vous avez un dossier? Agression, abus d'autorité, violation des droits civils, criminels et civils. Le problème, c'est la preuve. C'est votre parole contre celle du flic. Et les jurys ont tendance à pencher pour les flics. Et si nous avions des preuves d'un schéma, demanda Steven, d'autres victimes, d'autres incidents, ça aiderait, mais faire venir d'autres femmes contre un flic est difficile. Elles ont peur, on leur a dit que personne ne les croirait. Elles ont tourné la page. Steven sortit son ordinateur portable, montra à Jérémy tout ce que Dale lui avait envoyé. L'expression de l'avocat devint plus sérieuse en défilant les fichiers. C'est du bon travail, mais une partie, les relevés bancaires. Surtout, je dois demander comment vous les avez obtenus. Est-ce que ça importe pour une stratégie de défense? Ça importe si nous voulons les utiliser au tribunal. Les preuves obtenues illégalement sont rejetées. Je ne prévois pas de les utiliser au tribunal. Je prévois de les utiliser comme levier. Steven se pencha en avant. Jeremy, je ne veux pas un procès. Je veux que la vie de cet homme soit détruite. Je veux qu'il perde tout, son badge, sa pension, sa liberté, sa réputation. Je veux qu'il comprenne ce que c'est que d'être impuissant. Jeremy resta silencieux un moment. « Steve, je suis un officier de justice. Je ne peux pas être partie prenante à quoi que ce soit d'illégal. Je ne te le demande pas. Je te demande d'aider Emma à déposer les plaintes appropriées, à naviguer le système, à s'assurer que ses droits sont protégés. Ce que je fais avec le reste de ces informations, c'est mon affaire. » Jérémy regarda Emma. « Que voulez-vous? Je veux qu'il paie, dit-elle calmement. Mais je ne veux pas que mon père aille en prison pour ça. Je n'irai pas, assura Steven. J'ai opéré dans des zones grises légales avant. Je connais les limites. Jérémy soupira, ouvrit sa mallette, sortit des formulaires. D'accord, commençons par la plainte officielle. Emma, j'ai besoin que vous me repassiez tout. Au cours des 2 heures suivantes, ils construisirent une plainte formelle étanche. Jérémy appela des contacts au bureau du procureur général de l'État, commença à poser les bases pour une enquête sur les droits civils. Pendant ce temps, Steven continua ses recherches, construisant un dossier sur Ricky Wawai qui devenait plus accablant d'heure en heure. Le soir venu, Dale envoya un autre message. « Trouvez quelque chose? Le beau-frère de Wee, Kenny Moran, a un partenaire d'affaires, Raoul Boone, la propriété de la ferme. C'est un point de distribution. J'ai des images de surveillance d'une station-service voisine montrant des camions aller et venir à des heures bizarres. La voiture de patrouille de Wai y apparaît aussi. » Steven sentit les pièces s'assembler. Wee n'était pas juste corrompu,
Il était activement impliqué dans l'opération de Boone, quoi que ce soit. De la drogue, probablement. Vu l'histoire de Moran et l'emplacement isolé, son téléphone vibra. Numéro inconnu? Steven répondit prudemment. Oui, monsieur Grant, c'était le capitaine Hartman. Nous devons parler en personne ce soir. Ou l'ancien entrepôt Miller sur Industrial Drive, 23 heures. Venez seul. La ligne se coupa. Steven fixa son téléphone. C'était soit très bon, soit très mauvais. Jeremy, encore à la maison, fronça les sourcils. Tu ne considères pas sérieusement d'y aller? Si c'est un piège évident, probablement, mais c'est aussi une opportunité. Steven vérifia sa montre. Si Hartman est sale, il essaiera de me menacer ou de m'acheter. S'il est propre, il veut parler hors enregistrement. De toute façon, j'apprends quelque chose. Et s'il te tire juste dessus? Steven sourit sombrement. Je n'ai pas survécu 2 décennies dans les renseignements en étant stupide. Je serai prudent. Emma attrapa son bras. Papa, s'il te plaît, ça devient trop dangereux. Ça l'a toujours été, mais je te promets, je sais ce que je fais. Il l'embrassa sur le front. Reste ici. Jérémy restera avec toi. Si je ne suis pas de retour à 1h du matin, appelle le bureau du FBI à Vegas. Le numéro est sur mon bureau. À 22h45, Steven roula jusqu'au quartier des entrepôts. L'entrepôt Miller était abandonné, une relique de l'époque où Copper Valley avait des prétentions à la croissance industrielle. Il se gara 2 pâtés de maison plus loin, approcha à pied, les yeux scrutant les menaces. Des années d'entraînement le rendaient conscient des lignes de vue, des voies de sortie, des points d'embuscade potentiels. La porte de l'entrepôt était déverrouillée. À l'intérieur, une lumière faible des lampes industrielles et Christopher Hartman, seul, debout au milieu de l'espace vide. Steven entra lentement, les mains visibles. Capitaine Grant. Hartman avait l'air épuisé. Je prends un risque énorme à vous rencontrer comme ça. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que je ne peux pas avoir cette conversation au poste. Les murs ont des oreilles. Hartman se frotta le visage. Je suis capitaine depuis 6 ans. Pendant ce temps, j'ai essayé de diriger un département propre. Mais Copper Valley est une petite ville. Les gens ont des relations remontant à des générations. Des faveurs s'échangent. Les lignes se brouillent. Ricky Y, parmi d'autres. Mais oui, Hartman sortit une clé USB. Voici tout ce que j'ai sur Wikia. Plaintes internes enterrées. Rapport d'incidents disparus. Déclaration de témoins jamais suivies. Je collecte ça depuis 2 ans. Depuis que j'ai commencé à soupçonner que quelque chose clochait, Steven prit la clé. Pourquoi n'avez-vous pas agi? Parce que Y n'est pas seul. Il est protégé par le conseil municipal, par Raoul Boone qui possède la moitié de cette ville, par d'autres flics qui sont dans le coup ou trop effrayés pour parler. La voix de Hartman était amère. J'ai essayé les canaux officiels. J'ai été bloqué. Le maire a clarifié que si je poussais trop, je serais remplacé par quelqu'un de plus coopératif. Donc, vous avez gardé des preuves de crime. J'attendais le bon moment, une opportunité, un levier. Hartman croisa le regard de Steven. Et puis vous êtes entré dans ma vie avec la plainte de votre fille et votre background en renseignement. Je sais qui vous êtes. Grant, je vous ai cherché après notre rencontre il y a 3 ans. Defense Intelligence Agency. Opération dans des théâtres classifiés. Des médailles que je ne peux même pas vérifier parce qu'elles sont encore scellées. Vous êtes exactement ce dont j'ai besoin. Steven assimila ça. Vous voulez que je sois votre arme? Je veux que vous soyez l'étincelle qui brûle tout ça. Oui à agresser votre fille. C'est personnel pour vous, mais c'est aussi la fissure dans le mur. Si vous l'attaquez assez fort, assez bruyamment, toute la structure pourrie s'effondre et vous restez propre. Je reste efficace, corrigea Hartman. Si je coule avec eux, qui dirige ce département? Quelqu'un choisi par Boone? Non, j'ai besoin de survivre à ça pour reconstruire après. C'était pragmatique, à la limite du cynisme. Mais Steven comprenait le calcul. Qu'y a-t-il sur la clé? Preuve que Y est à la solde de Raoul Boone depuis 8 ans. Preuve qu'il a agressé au moins 5 femmes, probablement plus. Preuve que lui et son beau-frère font passer du produit par cette ferme. Et preuve que le maire Glenn Wyatt a couvert tout ça parce que Boone finance ses campagnes. Steven sentit une satisfaction froide. Vous me donnez une conspiration? Je vous donne la vérité. Ce que vous en faites est votre affaire? Mais Grant? Hartman s'approcha. Boone est dangereux. Il a de l'argent, des connexions, une volonté de blesser ceux qui le menacent. Si vous allez après vous allez après Boone, et ça signifie que vous devez être plus intelligent et plus méchant que d'eux. Je le suis. Hartman l'étudia, puis hocha la tête. Ouais, je crois que vous pourriez l'être. 72 heures. Vous avez dit, ce n'est pas beaucoup de temps. C'est suffisant.
Steven rangea la clé USB. Une question. Pourquoi êtes-vous vraiment venu chez moi ce matin? Pour vous avertir. En fait, oui m'a dit qu'il déposait le faux rapport. Je voulais voir si vous étiez quelqu'un qui plierait sous la pression ou qui riposterait. Vous avez riposté. Un sourire sombre. C'est là que j'ai su que j'avais parié sur le bon cheval. Ils se séparèrent dans l'obscurité. Steven rentra chez lui l'esprit en ébullition, planifiant déjà ses prochains coups. La clé USB était un trésor. Hartman avait été minutieux, méthodique, construisant un dossier qu'il ne pouvait pas poursuivre lui-même, mais qu'il pouvait donner à quelqu'un qui le pouvait. De retour à la maison, Emma et Jérémy étaient encore éveillés, anxieux. Steven leur montra le contenu de la clé. Jérémy siffla bas. C'est assez pour faire tomber la moitié de la direction de la ville. C'est le plan. Steven commença à tracer une stratégie. Nous rendons ça public dans 72 heures. Mais avant, je dois m'assurer que oui ne puisse pas fuir. Détruire des preuves, blesser qui que ce soit d'autre. Ça signifie que nous devons bouger vite et intelligemment. De quoi as-tu besoin? Demanda Jérémy. J'ai besoin de copies de cette clé dans plusieurs mains. FBI, police d'État, journaliste, assurance au cas où il m'arrive quelque chose. J'ai besoin d'identifier les autres victimes de Wick et de les préparer à parler. Et j'ai besoin de rendre Raoul Boone assez nerveux pour qu'il commette une erreur. Emma regardait son père avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu prends du plaisir à ça ?» Steven croisa son regard. « Je fais ce que je fais de mieux. »« Hein? Ces gens t'ont blessé. Ils en ont blessé d'autres. Ils se croient intouchables parce qu'ils s'en sont tirés si longtemps. Mais tout le monde a un point de rupture. Tout le monde a une faiblesse. Et je suis très bon pour les trouver. » Au cours des 24 heures suivantes, Steven orchestra une série de mouvements prudents. Dale traqua 3 des victimes précédentes de Wai. Des femmes qui avaient déposé des plaintes, qui n'avaient se mené nulle part, qui avaient été intimidées au silence. Jérémy les contacta par intermédiaire, offrit une protection légale, convainquit 2 d'entre elles de se manifester. Pendant ce temps, Steven commença à alimenter en informations une reporter du Nevada Independent, une femme nommée Tracy Suarez, qui s'était forgé une réputation en journalisme d'investigation. Il ne révéla pas tout, juste assez pour l'intéresser. Un flic corrompu, un schéma d'abus, des liens avec le crime organisé. Le 2e jour, Steven fit un coup audacieux. Il visita le bureau de Raoul Boone. Boone avait 62 ans, cheveux argentés, portant un costume coûteux dans un bureau décoré de photos de lui, serrant la main à des politiciens et des célébrités. Il accueillit Steven avec un sourire pratiqué qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Grant, je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. »« Non, mais je pense que nous avons des intérêts mutuels à discuter. » Steven s'assit sans invitation. « Ricky Wai ?» Le sourire de Boone se figea. « L'officier Wai est une connaissance. Il est un employé. N'insultons pas notre intelligence avec des euphémismes. » Steven s'adossa. « Voyez, j'ai un problème. Wai a agressé ma fille. Je vais le détruire pour ça. Mais je suis un homme raisonnable. Je ne veux pas de dommages collatéraux. Donc, je vous donne une chance de le lâcher. Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Steven sortit son téléphone, montra à Boone une photo, des relevés financiers liant Boone à la propriété de la ferme. « Vous pouvez faire l'idiot si vous voulez, mais dans environ 48 heures, tout ça devient public. Le FBI s'implique. La police d'État, un cirque médiatique. À vous de choisir si vous coulez avec oui ou si vous vous distancez maintenant. » L'expression de Boone se durcit. « Vous proférez des menaces? Je vous offre un accord. Oui a agressé ma fille. C'est personnel? Vos affaires. Je m'en fiche. Laissez-moi oui et je m'assurerai que l'enquête reste focalisée sur lui. Pas sur vous. C'était un mensonge. » Bien sûr, Steven avait toute intention de brûler toute l'opération de Boone. Mais il avait besoin que Boone panique, commette des erreurs, se retourne contre ses alliés. Boone se leva. « Sortez de mon bureau. Réfléchissez-y. » dit Steven calmement. 48 heures, il partit, sachant qu'il avait planté une graine de paranoïa. Boone commencerait à couvrir ses traces. Peut-être contacter Wai, faire définitivement des mouvements nerveux que Steven pourrait exploiter. Ce soir-là, Tracy Suarez appela. « Monsieur Grant, j'ai creusé ce que vous m'avez dit. C'est plus grand qu'un seul flic. Je sais, je veux sortir cette histoire, mais j'ai besoin de vérifier tout. Pouvez-vous me donner de la documentation? Demain soir, rendez-vous au Sunrise Diner, 20h. Amenez votre éditeur si vous voulez. Je vous donnerai assez pour publier. » Le lendemain matin, jour 3, le téléphone de Steven sonna. Numéro inconnu à nouveau, mais cette fois, il reconnut la voix immédiatement. « Ricky Wai. Grant, nous devrions parler. » La main de Steven se resserra sur le téléphone. «
C'était la première fois qu'il entendait la voix de l'homme qui avait agressé sa fille. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter. Votre fille fait une grosse erreur, déposer de faux rapports, essayer de ruiner ma carrière, mais je suis prêt à laisser tomber si elle abandonne la plainte. Non. Vous ne comprenez pas la situation dans laquelle vous êtes. J'ai des amis. Vous êtes un espion à la retraite vivant, au milieu de nulle part. Vous pensez pouvoir combattre ça? La voix de Steven devint froide. Officier, oui. Laissez-moi être très clair. Je sais pour le compte bancaire à Reno, je sais pour la ferme sur la route 34. Je sais pour Raoul Boone, je sais pour les 5 femmes avant ma fille, et dans 24 heures, tout le monde le saura aussi. Silence sur la ligne. Vous avez fait une erreur en touchant ma fille. Continua Steven. Vous en avez fait une plus grosse en pensant vous en tirer. Je viens pour vous, V. Pas avec des menaces ou de la violence, avec des faits, des preuves, chaque secret sale que vous avez enterré. Et quand j'aurai fini, vous n'aurez plus de badge, de pension, ni d'avenir. Il raccrocha. Emma, qui écoutait, avait l'air pâle. Papa, il va savoir que c'est toi qui... Bien, laissez-le savoir, laissez-le paniquer. Steven vérifia l'heure, 24 heures jusqu'à ce que le dossier aille à son poste. Faisons-en bon usage. Le dernier jour fut un tourbillon d'activités. Steven rencontra Tracy Suarez au dîner, lui donna des copies de tout, les fichiers de Hartman, les recherches de Dell, la documentation des crimes de Wye. Elle vérifia les sources, amena son éditeur, et ils acceptèrent de publier. Le lendemain matin, Jérémy finalisa les plaintes légales. Accusation criminelle via le procureur général de l'État, violation des droits civils via les canaux fédéraux, poursuite civile de plusieurs victimes. Tout était timed pour tomber simultanément, créant une avalanche qui ne pouvait être arrêtée ni enterrée. Dale envoya un dernier élément d'information. Des images de sécurité d'une station-service près de la ferme montrant Wei rencontrant des distributeurs de drogue connus, horodatés, géolocalisés, irréfutables. Steven grava tout sur plusieurs disques, créa des sauvegardes cryptées, distribua des copies à des contacts de confiance à travers le pays. Si quelque chose lui arrivait, l'information sortirait quand même. Et puis, au matin de la 72e heure, Steven Grant entra dans le département de police de Copper Valley portant un dossier. Le sergent de bureau leva les yeux. « Puis-je vous aider? J'ai besoin de voir le capitaine Hartman. Dites-lui que Steven Grant est ici. Il voudra me voir. » 5 minutes plus tard, Steven fut escorté au bureau de Hartman. Le capitaine était au téléphone, le visage sombre. Il raccrocha quand Steven entra. « Le FBI vient d'appeler, » dit Hartman. « Ils envoient des agents. Quelqu'un leur a forwardé d'un dossier sur l'opération de Raoul Boone. » C'était moi. Steven posa le dossier sur le bureau de Hartman. Voici tout sur Ricky Wee, relevé bancaire, déclaration de témoins, images de surveillance, documentation de chaque crime qu'il a commis ces 8 dernières années. Les médias ont des copies, le FBI a des copies, le procureur général de l'État a des copies. Impossible d'enterrer ça. Hartman ouvrit le dossier, feuilleta les pages, son expression s'assombrissant. Bon Dieu, où est Wee en ce moment? En patrouille. Je peux l'appeler. Faites-le. Je veux voir sa tête quand il réalisera que c'est fini. Hartman passa l'appel. 25 minutes plus tard, Ricky Wee entra dans le poste, son sourire arrogant s'effaçant quand il vit Steven attendre dans le bureau du capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Hartman se leva. Officier Wee, vous êtes suspendu avec effet immédiat en attendant une enquête sur de multiples allégations d'agression, abus d'autorité et conspiration. Le visage de Wee blêmit. Il invente tout ça? Nous avons 5 victimes, prêtes à témoigner, dit Steven calmement. Nous avons des relevés financiers, montrant que vous êtes à la solde de Raoul Boone. Nous avons des images de surveillance vous plaçant sur un site de distribution de drogue. Nous avons la preuve de chaque plainte déposée contre vous et enterrée. C'est fini, V. Les yeux de Wow passèrent de Steven à Hartman. Capitaine, vous ne pouvez pas croire. Badge et armes, dit Hartman platement. Maintenant, un moment où il eut l'air de vouloir fuir. Puis ses épaules s'affaissèrent et il remit son arme et son badge. Vous pensez être une sorte de héros, grogna-t-il à Steven. Vous n'êtes personne. Un vieil homme usé jouant au détective. Steven s'approcha, sa voix basse et dure. Je suis le père d'Emma Grant. Vous avez posé les mains sur elle. Vous l'avez menacée. Vous avez essayé de la briser. Mais vous avez échoué parce qu'elle est plus forte que vous ne l'avez jamais imaginé. Et moi aussi, laissez ça pénétrer. J'ai passé 23 ans à apprendre à détruire des gens comme vous. Vous étiez juste trop stupide pour réaliser à qui vous aviez affaire. Vous se jeta en avant, mais Hartman l'attrapa. Sortez-le d'ici.
dit le capitaine au sergent de bureau qui était apparu à la porte. Cellule de détention jusqu'à l'arrivée du FBI. Alors que Oui était emmené, criant encore des menaces, Hartman se tourna vers Steven. Sacrée affaire. Ce n'était pas fini. Boone est encore là. Le FBI s'occupera de Boone. Votre rôle est terminé. Mon rôle est terminé quand ma fille obtient justice. Steven reprit son dossier. L'histoire sort demain matin. D'ici demain après-midi, toute la ville saura ce qui s'est passé. Boone. Le maire Wyatt, tout sort. Hartman hocha lentement la tête. Et moi, vous m'avez donné la clé USB. Vous avez aidé à faire tomber la corruption dans votre département. Ça fait de vous un héros, capitaine. Utilisez-le sagement. Steven quitta le poste et rentra chez lui. Emma attendait, anxieuse. Quand il lui raconta ce qui s'était passé, elle se mit à pleurer, soulagement, colère, chagrin. Tout mélangé. C'est vraiment fini, demanda-t-elle. La partie principale? Oui, il y aura des procès, des témoignages, l'attention médiatique. Mais oui est fini. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Jeremy arriva ce soir-là avec des nouvelles. Le FBI bouge vite. Ils ont perquisitionné la ferme cet après-midi, trouvé assez de drogue pour mettre Wai et Moran à l'ombre pour 20 ans minimum. Ils cueillent Boone en ce moment. Au cours des 72 heures suivantes, l'histoire explosa. L'article de Tracy Suarez fit la une de chaque grand journal du Nevada. La décennie de terreur d'un flic de Copper Valley. Les détails étaient accablants, victime d'agressions, corruption financière, trafic des drogues, officiel de la ville couvrant pour lui, où il fut transféré en détention fédérale. Le maire Wyatt démissionna sous pression, Raoul Boone fut arrêté pour une douzaine d'accusations et Steven Grant, l'officier de renseignement à la retraite qui avait tout fait tomber, donna exactement une interview. « Ma fille a été agressée par quelqu'un qui pensait que son badge le rendait intouchable. » dit-il à Tracy Suarez. « Je lui ai montré qu'il avait tort. C'est tout ce que ça a toujours été, s'assurer qu'un homme ne puisse plus blesser personne. » 3 mois plus tard, Ricky Oui accepta un accord de plaidoyer, 15 ans pour agression, abus d'autorité et trafic de drogue. Son beau-frère, Kenny Moran, en prit 10. Raoul Boone faisait face à un procès qui l'enverrait probablement à vie. Emma reprit son programme de master, reconstruisant lentement son sentiment de sécurité. Elle lança un groupe de soutien pour survivantes d'agression, transformant son trauma en but. Et Steven Grant reprit sa vie tranquille dans le désert, sachant que quand ça comptait le plus, il avait protégé sa fille et s'était assuré que justice soit rendue, pas parfaitement, pas sans coup, mais complètement et irrémédiablement. Le dossier qu'il avait porté dans ce poste était plus que des preuves, c'était une promesse tenue, ça, l'amour d'un père transformé en arme que des hommes corrompus ne pouvaient pas supporter. Ricky Oui avait demandé qui croirait Emma plutôt que lui. La réponse avait été simple, tout le monde. Une fois que Steven Grant s'était assuré qu'ils connaissent la vérité, c'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai